Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un acteur majeur dans la protection de l'environnement. Son intérêt à la fois pour les affaires internationales et le développement durable l'ont mené à devenir vice-président et administrateur délégué de la Fondation Prince Albert II. Bonjour Olivier Wenden. Bonjour Geneviève. Olivier, on se disait juste avant de démarrer que pour toi l'environnement, c'est pas seulement un boulot, c'est un engagement personnel. Tu as ça depuis toujours, l'environnement, en tout cas le développement durable, tu as ça depuis toujours ? C'est une bonne question, j'avoue, je ne m'en rappelle même pas, donc j'aurais tendance à te répondre que oui, c'est assez inné, c'est quelque chose dans lequel on baigne en famille, mais encore une fois, de manière plus spontanée que pensée. Que ce soit dans les balades, que ce soit l'hiver lorsqu'on allait au ski, le fait de ramasser un déchet et de surtout ne même pas penser à le jeter dans la nature, ça fait partie de notre éducation en effet. Et je dois avouer qu'au quotidien, lorsque je constate sur les chaînes d'infos ou sur Internet que même encore aujourd'hui, la jeunesse, ne se gêne pas à jeter des déchets par la fenêtre d'une voiture sur une autre, c'est inconcevable, ça ne fait pas de sens. Donc en ce sens, oui, je te répondrais, c'est inné. Ouais, tu as raison de parler de ça. On a tendance aussi à oublier que c'est de l'éducation que tout ça part. Parce que quand tu dis jeter un emballage de Mars par la fenêtre, voilà, c'est une question d'éducation. Quand même. Voilà, voire de bon sens. Oui, voire de bon sens. Mais... Je n'ai jamais compris cela, et surtout que dans nos villes, a fortiori à Monaco, il y a énormément d'infrastructures, donc de poubelles, de cendriers, et pourtant le premier déchet que l'on constate, ce sont les mégots de cigarettes, encore en ville. Mais tu es non-fumeur, toi ? Je suis devenu non-fumeur. Devenu ? Ah oui. Ah, il y a déjà 5 ans. On a ça en commun, alors. Très bien. Félicitations. Des anciens fumeurs. Oui. C'est vrai que le mégot... moi, j'avais été marquée par la mer commence ici, à côté des bouches d'égout, des grilles d'égout où les fumeurs ont l'habitude de jeter leurs mégots. Et j'avais été frappée par cette inscription, la mer commence ici. Alors c'est vrai, c'était un programme éducatif que l'on avait lancé en partenariat avec l'aire marine du Larvoto, la réserve, donc Jacqueline de Bernardi. Mais c'est encore une fois du bon sens et de rappeler qu'effectivement, je crois que le chiffre, c'est un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau directement. Ouais. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. C'est au-delà du bon sens et de se rendre compte que notre addiction peut avoir un impact très négatif sur les écosystèmes. Aujourd'hui, il y a les poubelles, il y a les cendriers pour, donc il n'y a aucune raison objective de continuer à jeter dans la rue et surtout dans les bouches d'égout ces mégots. Voilà. Oui. Alors, quand on est à la tête de la Fondation Prince Albert II, qu'on prend la succession de Bernard Fautrier quand même, on pense à ces sujets-là et on est obligé de penser un peu plus... Alors j'allais dire un peu plus engagé, mais ça c'est déjà très engagé. Mais plus global. Voilà, plus global. Tu arrives et tu as les projets devant toi. Et qu'est-ce que tu te dis quand tu prends les manettes de la Fondation ? Parce que tu es directeur exécutif avant de devenir vice-président, donc c'est pas tout à fait neuf pour toi. Mais qu'est-ce que tu te dis quand tu te retrouves à la tête de ça ? Enfin, la tête, tu es un président, mais... Bien sûr, mais ça fait toute la différence. C'est la première chose que l'on se dit, et tu l'as bien rappelé, c'est en prenant la succession d'un grand monsieur, Bernard Fautrier, avec qui j'avais travaillé déjà 5 ans comme adjoint, c'est de faire aussi bien et surtout de se mettre 100% au service de notre président, le prince de Monaco, qui a une vision, qui a un engagement très personnel, qui met beaucoup d'énergie, de temps, de passion dans ces thématiques-là. Donc on se dit, voilà, soyons à la hauteur et donnons-nous peut-être 110%, si on avait été 100% de son engagement pendant 5 ans en prenant la vice-présidence, et d'être à 110, 120% de son temps, de former les bonnes équipes pour être à la hauteur justement des objectifs, de l'ambition, et puis aussi des défis. Combien vous êtes à la Fondation, pardon ? Combien ? Nous serons 30 en décembre 2023. Donc oui, ça fait quand même déjà une bonne petite équipe. Exactement. 30, Exactement. Ce sont que des permanents, les 30 ? Nous avons 30 permanents, oui. Ouais, parce que là, je te parle de permanents parce que j'imagine que quand on a une structure comme ça, on a aussi des gens qui viennent, qui partent, des post-docs, des stagiaires, Alors bien sûr, on reste ouvert aux stagiaires, notamment... des établissements monégasques, mais aussi des établissements plus lointains, je pense nord-américains. L'Alma Mater, donc Amherst, l'Université du Souverain, nous permet d'avoir chaque année
en résidence tout l'été un stagiaire de très bon niveau, je dois dire. Nous avons, grâce à la fondation Boustany, des stagiaires qui viennent pour la plupart d'Harvard. Donc ça, c'est notre bouffée d'oxygène, c'est l'ouverture sur l'international, l'implication des nouvelles générations. Donc ça, ce sont des sujets passionnants, et c'est peut-être contre-intuitif de nos jours, mais il y a une très grande loyauté, une grande fidélité du personnel de la fondation. Des personnes qui sont là de grande qualité depuis les débuts de la fondation, on en a beaucoup. Elle a quel âge, cette fondation ? Elle est née en 2006, donc elle a déjà 17 ans. Donc on se structure, on fonctionne, et on y tient beaucoup, on fonctionne comme une belle start-up. C'est un fonctionnement assez familial. On est tous effectivement extrêmement attachés à mettre en œuvre la vision du souverain au quotidien. Donc on compte pas ses heures, il y a une certaine polyvalence très appréciée dans les missions. Vision, voilà, encore une fois, très holistique. Alors c'est un terme très à la mode, mais c'est le cas, puisque la lettre de mission que le prince a rédigée pour créer sa fondation fait que nous touchons à la fois au climat, donc à l'atténuation de l'impact du changement climatique. On doit travailler aussi à la protection de la biodiversité sur terre et en mer, et on doit travailler à assurer l'accès à la ressource en eau, donc les écosystèmes d'eau douce. Donc c'est hyper vaste, c'est l'entièreté du spectre environnemental, et on travaille sur tous les continents dans le monde entier. Donc, pour revenir à ta question de départ, je crois qu'en prenant mes fonctions, c'était comment éviter la paralysie. C'est-à-dire, il faut bien prendre le taureau par les cornes et avancer sur ces sujets, mais qui deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus sévères, de plus en plus périlleux. Et donc d'éviter cette paralysie en se disant on n'arrivera pas, on est trop petit. Non, il faut quand même avancer pas à pas. Et je dois dire, on a cette chance unique. Hein. Je le répète, la Fondation Prince Albert II de Monaco, c'est la seule ONG qui est présidée par un chef d'État en exercice. Oui, c'est une particularité d'ailleurs. Bien sûr, c'est unique. Donc oui, comme toutes les philanthropies, nous soutenons des projets de terrain qui sont très très bien opérés par des entités tierces. Nous les choisissons. Le prince est entouré d'un comité scientifique et technique, d'un conseil d'administration d'experts. Donc on les choisit, on évalue l'impact sur le terrain, mais on a pu développer aussi nos propres projets. On les appelle des initiatives, pour aller un petit peu plus loin dans cet engagement, toujours motivé par la notion d'impact. Je crois que le prince, c'est un secret pour personne, c'est un homme d'action plus qu'un homme de communication, donc c'est l'impact qui conduit l'action du souverain et de sa fondation en particulier, mais je crois d'autres organisations à Monaco. Et donc pour aller plus loin, à un moment donné, en 2016, après 10 ans d'existence, nous nous sommes dit, voilà, aujourd'hui on a la crédibilité, on a les réseaux, on a un petit peu d'expertise, et on sent un petit peu les sujets pour lesquels il faut embarquer de plus gros que nous, de plus gros partenaires, qu'ils soient institutionnels, publics, le secteur privé, les banques. Et aujourd'hui, ça donne lieu à une douzaine d'initiatives, pour beaucoup en Méditerranée, qui n'appellent qu'à être répliquées dans d'autres parties du monde, et on s'y attelle. Et puis un dernier virage que l'on amorce depuis 2022, qui est effectivement de sortir, non pas totalement, mais en partie des activités de philanthropie traditionnelles, ce financement de projet, vers plus d'impact et donc vers de l'investissement. Le développement, en fait, ouais. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, ok, je vais pas tout régler, enfin la Fondation Prince Albert II ne va pas tout régler, y compris sur les domaines dans lesquels elle s'est engagée. Mais c'est déjà ça. Est-ce qu'on arrive à se contenter ou pas ? Parce que le problème avec l'environnement, en tout cas avec le développement durable, et je te dis ça même pas pour provoquer, c'est qu'on a l'impression que c'est jamais terminé, quoi. Ah oui, c'est totalement vrai, mais j'en reviens à cette notion de paralysie possible qu'il faut absolument éviter et donc lutter constamment contre cet écueil. Donc c'est de garder de l'optimisme, car il y a aussi de très très bonnes nouvelles. Il y a de plus en plus d'acteurs qui s'impliquent. Il y a plutôt une tendance globale, mondiale, positive. 2022-2023. Oui, le changement c'est maintenant. Oui, et ça se passe. C'est juste que tout se passe beaucoup trop lentement et à une échelle que l'on aimerait beaucoup plus grande. Les glaciers, la fonte des glaciers, la fonte des banquises. Ça, le problème, c'est que c'est irréversible et c'est presque trop tard. Il faut... Déjà, on a la sensation. Alors, ça tombe bien parce que il y a une question que moi, j'adorerais te poser, donc je vais pas me gêner. C'est, on est parfois un peu, nous, public, nous sommes parfois un peu paralysés, puisque tu parlais de paralysie, paralysés par ce discours sans cesse extrêmement alarmiste.
extrêmement punitif, extrêmement moralisateur de tous ceux qui défendent la cause environnementale. Et on se dit, finalement, on est tellement nuls qu'on n'y arrivera pas, donc pourquoi le faire, tu vois ? Est-ce que ça change ? Est-ce que ça peut changer ? Alors, on a fait le même constat, c'est-à-dire depuis, on va dire maintenant près de 70 ans, les scientifiques nous alertent, mais plutôt, comme tu le répètes, en faisant peur. Et je crois que la meilleure métaphore, c'est le film donc Don't Look Up, avec DiCaprio, qui pourtant a réuni un casting hors pair, Cate Blanchett, DiCaprio et d'autres. Cette métaphore donc, de la météorite qui va percuter la Terre, qui est une métaphore du problème climatique. Et pourtant, il n'y a pas de happy ending. C'est un film de Hollywood, mais il n'y a pas de happy ending. La météorite percute la Terre. Et dans l'indifférence générale, ou la résignation générale. La résignation, je parlerai. Alors, exactement. Donc, il y a eu cette phase où on a vraiment beaucoup fait peur, mais rien n'a changé pour autant. Ensuite, il y a eu une phase plutôt de moralisation. Nous devons faire ceci, il convient de faire cela. Ça marche un tout petit peu. Donc, ces exemples de 2022-2023, le traité de la haute mer, les États sont en cours de négociation d'un traité sur les plastiques, il y a eu la définition du cadre sur la biodiversité, le 30-30, protéger 30% des terres et des mers d'ici 2030, c'est quand même demain. Donc, ça avance. Maintenant, il ne faut pas être naïf, il faut mettre en œuvre, il faut ratifier des textes. Et donc, c'est là-dessus où les choses avancent bien trop lentement. Et donc, pour cela, on s'est dit, OK, comment accélérer la donne ? Et là, c'est là où on pense qu'il est incontestable qu'il faut embarquer le secteur privé, faire changer les industries, embarquer le secteur bancaire, les assurances aussi. Il commence à y avoir des régions du monde où les assureurs refusent d'assurer des propriétaires qui voudraient construire sur une zone côtière parce que ça va être submergé. Il y a des banques, il y en a plus d'une dizaine, notamment des banques anglo-saxonnes, qui ont dit en 2023, ils ont signé une charte pour refuser de financer les entreprises qui voudraient faire de l'exploitation minière dans les grandes profondeurs océaniques. Là, c'est terminé. Une entreprise qui n'a pas ses crédits pour assurer de telles opérations très onéreuses ne s'engagera pas dans ce qu'on appelle le deep sea mining. Donc, il y a des acteurs aujourd'hui qui permettent de changer presque instantanément, en tout cas très rapidement, une donne. Et donc, c'est pourquoi, à la Fondation, on s'est décidé de vraiment mettre les deux pieds dans l'investissement d'impact. Donc, en lançant un fonds de private equity, parce qu'on pense que le langage universel qui parle, qui interpelle, ça reste celui de faire de l'argent, créer de l'emploi. C'est ça. C'est un peu le positionnement de Bertrand Piccard sur les 100 solutions. Alors les 1000, heureusement, il y en est à 1400 solutions. On travaille très très bien avec sa fondation. On travaille très très bien avec Bertrand Piccard, qui est lui-même membre de notre comité scientifique et technique, nommé par le prince de Monaco. Et effectivement, ce discours, on le rejoint totalement. Il faut embarquer les gens dans notre parcours, mais d'un point de vue très positif. Je ne dis pas que c'est la seule solution, ni que c'est la meilleure, mais parler parce qu'il faudra trouver des solutions de compensation. C'est-à-dire que quand on propose aux gens, ou quand on dit aux gens qu'il faut qu'ils changent leurs usages, c'est compliqué. Il faut leur proposer de la compensation, sinon, en tout cas, une solution autre. Bien sûr, mais on peut aussi entendre ces arguments de... est-il raisonnable de croire que les gens vont moins voyager, moins partir en vacances, moins prendre l'avion ? C'est compliqué parce que c'est se limiter. Donc, bien sûr que les personnes qui acceptent un peu plus de sobriété, c'est très très bien. Mais à l'échelle mondiale, puisqu'on revient à cette échelle-là, le global, il est plus réaliste ou raisonnable d'anticiper sur des changements structurels liés aux investissements et à de nouvelles formes de croissance. Voilà. Et on reste persuadé que les deux sont conciliables. Et aujourd'hui, donc voilà cet exemple très précis, un fonds d'investissement pour l'océan. Et je le vois, plus je parle à des investisseurs, déjà de leur faire comprendre que oui, l'océan mondial est bien un sujet, et n'est pas qu'un sujet de philanthropie et de conservation, comme ils ont pu l'entendre depuis des dizaines d'années, mais bien l'économie bleue, une opportunité économique. Et en leur disant, au fait, en plus de pouvoir prétendre à un retour sur investissement pertinent, intéressant aujourd'hui, vous allez avoir un impact positif sur les écosystèmes. C'est vraiment de changer la manière de présenter les choses. Et j'insiste, il y a encore 4 ou 5 ans, on n'aurait pas pu avoir ce type d'argument, mais aujourd'hui, l'économie bleue se structure réellement. Tu veux dire que la société est en train de changer peut-être plus vite sur sa façon et sur sa communication ou sur la façon qu'elle a d'aborder ces choses-là, peut-être ? Alors, il y a oui, ça c'est vrai. Mais mais spontanément, j'allais dire bien sûr que non, les choses ne vont pas assez vite malgré tout. Mais il y a de nouvelles manières de penser les sujets.
Et il y a une théorie que je trouve vraiment passionnante parce qu'elle remet en question le paradigme économique, c'est-à-dire l'équilibre économique mondial. C'est Kate Raworth, la théorie l'économie du donuts. Du donuts, ouais. Donc c'est le double cercle, donc le cercle intérieur qui repose exclusivement sur l'intégralité des objectifs de développement durable, c'est-à-dire le minimum que nos gouvernements doivent proposer aux sociétés, donc la sécurité sociale, la santé, la justice, l'équité. La sécurité tout court d'ailleurs. La sécurité. Et puis un cercle supérieur surtout, qui est celui des frontières planétaires, donc défini par Johan Rockström. Donc ça permet, dans cette zone intermédiaire entre les deux cercles, de définir un développement dit durable, parce qu'il permet un développement humain satisfaisant dans le respect des ressources de la planète. Alors tu l'as dit au départ sur la fondation, tu dis il faut former des équipes, il faut travailler en équipe. Et là j'ai l'impression que, moi tu me parles du monde entier, c'est-à-dire que c'est ni un pays plutôt qu'un autre. Alors l'accord de Paris était un peu le symbole de tout ça, mais finalement aujourd'hui parler de développement durable et d'environnement, c'est parler au monde. Oui. Mais c'est aussi parler à l'échelle individuelle, à l'échelle de son foyer, à l'échelle de sa société, à l'échelle de son immeuble, de sa ville, de sa région. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petit engagement, c'est ça ? Non, je ne crois pas. Je le crois très sincèrement. On est tous un exemple. Je veux dire, on peut tous participer sans renoncer à son propre niveau à s'engager dans la bonne voie. C'est-à-dire, si on attend trop des États et de l'échelon supérieur pour que ça redescende en cascade, on pourra attendre encore longtemps. Ouais, c'est ça. Même si la tendance internationale laisse présager que les choses se mettent enfin dans le bon ordre. Mais le traité de la haute mer, comme le traité sur la biodiversité, le 30-30, des dizaines d'années de négociations quand même. Ouais. Donc le temps est très long à ce niveau-là. Alors qu'aujourd'hui, des solutions existent pour l'efficacité énergétique. Donc Monaco est plutôt en pointe aussi sur ces sujets, améliorer l'efficacité énergétique de sa maison, de son immeuble, de son entreprise, c'est très bien. Plus de sobriété alimentaire, moins de gaspillage, ça c'est tout à fait abordable et ça peut avoir un impact. Le gaspillage alimentaire, par exemple. Ouais. Donc on parle de ne pas renoncer. Qui là peut nous toucher, peut toucher chacun de nous. Tout le monde. On parle d'à peu près 30% de tout ce qui est récolté et prélevé dans la mer n'arrive jamais au consommateur final. 30%. Donc il y a des ajustements à faire chacun à son échelle. Bien sûr, il y a l'échelle internationale qui est incontournable lorsqu'on parle de la surpêche. Ouais. C'est pas un problème qui va se régler localement. Mais c'est encore une fois pour éviter l'impasse, éviter de renoncer, éviter la paralysie. Il faut continuer d'avancer. Et il y a effectivement de plus en plus de bonnes solutions qui existent et qui permettent aussi d'avoir, là encore, des retours sur investissement, c'est-à-dire de penser à une vraie économie durable. La croissance humaine et économique, respectueuse de l'environnement. Ça, c'est pas un mythe, c'est pas... J'ai fait des études économiques, tu vois, Geneviève, économie publique, par exemple. Et ce qui m'avait le plus choqué, c'est le concept génial qu'on va dire que les producteurs ont inventé, qui s'appelle l'externalité négative. Donc, dans le prix du produit, on ne compte pas la pollution ou le cycle de vie entier. Ça devient une externalité. D'accord. Et je crois qu'effectivement, sur l'environnement, si ces externalités étaient réinternalisées dans le prix du produit, par exemple un téléphone portable, sans citer de marque, mais celui, on va dire, que tout le monde possède, peut-être que le vrai coût du produit, ce serait plus 4 à 5 000 euros que 1 000, si on prenait en compte tout le reste. Les métaux rares, le recyclage de la batterie, etc. Donc en internalisant ces externalités, je crois que le marché pourrait retourner à son équilibre assez naturellement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tu parlais de tes études, tu me dis j'ai fait des études économiques, mais pas que quand même, parce qu'il me semble... Alors, évidemment, tu passes ton bac à Albert Ier. Enfin, j'allais dire évidemment. Alors, c'est pas si évidemment, mais je l'ai passé au lycée Albert Ier. Je dis évidemment, mais bon... Ça a été le cas, en fait. Collège Charles III, lycée Albert Ier. Toi, t'es un gars d'ici, donc tu passes ton bac Albert Ier. Oui. Et ensuite, Cagne, Hippocagne, alors ? Alors, Hippocagne, en réalité, parce que je dois avouer... C'est très présent à mon esprit, mais à l'âge de 12 ans, je savais que j'avais vraiment envie de deux choses. Soit de devenir acteur, et plutôt de cinéma que de théâtre, et une différence. Diplomate. Ah, on est bien. Mais à 12 ans, exactement. Donc toi, diplomate, affaires internationales, c'est depuis toujours. Depuis l'âge de 12 ans, c'est assez présent à mon esprit. J'ai toujours été plutôt généraliste dans mes aptitudes, on va dire. Et donc, arrivé au lycée, je voulais pas trop choisir... les classes scientifiques ou l'économie, donc j'ai décidé de ne pas choisir et donc d'aller en section
économique et social, ça s'appelait à l'époque ES, mais spécialité maths. Voilà, pour me laisser encore les portes ouvertes. Et puis en terminale, je lis un recueil d'orientation et je vois là encore, je ne voulais pas choisir Sciences Po école de commerce. Et j'ai lu qu'il était préférable de faire d'abord Sciences Po avant d'aller en école de commerce. C'est ça. Donc Hippocagne avec option Sciences Po à Paris, lycée Claude Monet. Et puis après, le Tour de France pour les concours. Et j'ai été heureux d'être admis à Sciences Po Bordeaux. 3 années d'études à l'époque, avec un niveau master dans plusieurs matières, droit, économie, affaires publiques. Et je me rappellerai effectivement toujours de notre directeur qui nous avait dit, en nous accueillant la première année, la première promo, ici, en 3 ans, on va vous apprendre à lire, écrire et parler. Et ça, c'est vraiment, je trouve, la philosophie des Sciences Po qui est très, très, très pertinente et qui m'a servi tout au cours de ma vie professionnelle. Ouais, ta vie professionnelle qui est loin d'être terminée, mais qui effectivement est passée par plusieurs, on va dire, plusieurs étapes. Il y a eu le Conseil national quand même. Ouais. Il y a eu le DREC. On parlait de diplomatie. Alors, c'était pas de la diplomatie de terrain, mais c'était quand même des affaires internationales. Oui. Et il y a eu le Grimaldi Forum. Il y a eu le Grimaldi Forum quand même. Premier employeur, effectivement. Alors ça, c'était non prévu. Donc après Sciences Po, je passe par la Sorbonne en master de commerce international. Et au terme de mes études parisiennes, je postule pour un stage. Et j'insiste, c'était même pas un emploi, c'était un stage. Et là, refus sur refus. Refus sur refus pour un stage, jusqu'à ce qu'un cabinet spécialisé, donc un chasseur de tête, me reçoive en entretien, me dit vous avez plutôt un bon parcours, de bons stages, mais vous êtes monégasque. Et donc, vous n'avez pas besoin de travailler. Et ça, c'était en 2003 à Paris. Et alors, je croyais une blague aussi. Celle-là, on me l'a servi à moi aussi, peut te le mais dire. c'était... Qu'est-ce que vous venez faire ici? Pourquoi vous voulez travailler voilà. Donc 2003 à Paris, ça m'avait quand même surpris. Il se trouve qu'en parallèle, et je la remercie, c'est mon premier employeur, donc Laurence Garino, qui travaillait au Grimaldi Forum comme directeur commercial, qui a vu mon CV et qui m'a appelé avec un enthousiasme beaucoup plus débordant que le chasseur de tête. Le chasseur de tête, par exemple. Voilà, et qui m'a proposé une mission vraiment, vraiment intéressante, et sur laquelle, du coup, j'ai décidé de dire oui, même si j'avais bien entendu le discours du souverain lors de l'avènement, donc partir faire son expérience à l'étranger, c'était vraiment ce que je souhaitais faire. Et puis voilà, là, c'était un petit peu... Parce que tu dis mon expérience parisienne, mais ton parcours à la Sorbonne, il est bilingue, hein, c'est-à-dire que tu... Trilingue même. Trilingue, ouais, même. Espagnol, anglais et français, évidemment. Mais donc oui, j'étais parti pour travailler à l'étranger. Et encore une fois, je parle bien juste d'un stage. Et voilà, une fois rentré à Monaco, l'expérience vraiment professionnelle, passionnante auprès des équipes du Grimaldi Forum, en fait que je suis resté. Et puis j'ai rencontré ma future épouse à cette occasion. Et j'ai bifurqué, tout simplement. Elle est anglaise, hein, oui. Ton épouse. Mon épouse Bianca est anglaise, mais passionnée par la France et la culture française. Elle parle très bien français, ouais, ça c'est elle est sûr. parfaitement bilingue, tout à fait. Bien sûr. Et donc à la maison, chez les Venden, on parle quoi? Français ou anglais? On parle les 2 langues, comme je crois dans toute famille bilingue. Et puis... C'est elle qui parle anglais aux enfants? Et toi français? Ou vous mélangez? Non, on mélange, mais là encore, bien sûr, on avait veillé surtout dans le jeune âge à ce que chaque parent parle dans sa langue maternelle pour permettre aux enfants de développer au mieux la langue. Vous avez 2 garçons? Le choix du roi, chère Geneviève. Un garçon et une fille. Un grand garçon de 15 ans et une fille de 10 ans. Bon, c'est magnifique, ça. C'est parfait. Et alors lui, il me semble, puisqu'on en a parlé récemment, toi et moi, lui, il me semble qu'il a fait un choix surprenant. Il vous a dit un jour, je veux aller en boarding school. C'est ça? C'est tout à fait ça. Alors c'est un choix raisonné là encore et mûrement réfléchi de 12 mois entre parents et Elliot, puisque notre enfant s'appelle Elliot. Et oui, à l'âge de 12 ans, il a souhaité voler de ses propres ailes, si je puis dire. Donc encore une fois, Bianca étant britannique, il a pu se rapprocher, on va dire, des grands-parents et des cousins. Il n'est qu'à 20 minutes de voiture. On a fait un choix là encore raisonné. Mais effectivement, dans la société britannique, ça se fait, le boarding school, c'est... Alors ça se fait à partir de 9 ans, donc ça c'était hors des questions. Pour ceux qui ne savent pas, le boarding school, c'est pensionnat. Voilà. En tout cas, ce sont ces écoles anglaises qui disent former les intelligences de demain. Oui, alors c'est une école mixte, c'est bien une école du 21e siècle, mais dans laquelle lui s'épanouit profondément entre le rugby, les cours d'art dramatique,
Il a pu garder le français aussi, donc j'en suis très heureux. Parce que c'est quoi qui le motive? Le fait qu'il trouve que dans le contexte éducatif franco-monégasque, puisque à Monaco on applique les règles de l'éducation nationale française, est-ce que c'est ça qui lui a pas permis de s'épanouir? Est-ce qu'il avait envie d'autre chose, ou est-ce qu'il y avait une partie de sa culture qui l'appelait aussi? Non, je dois dire, et je salue vraiment le système éducatif que nous développons à Monaco. Il se trouve simplement, et pour être tout à fait honnête, sans trop en dévoiler non plus, mais Elliot était un enfant qui était différent. Il a su assez rapidement. Enfin, nous avons su qu'il était dyspraxique. D'accord. Donc ça, c'est un problème de connexion neuronale qui faisait qu'il avait d'extrêmes difficultés à écrire. Voilà, qui ont causé d'autres soucis scolaires. Bien sûr. Et vraiment, avec l'appui immédiat de son école, lorsqu'il était dans le primaire, on a pu mettre en place des procédés, donc l'ordinateur, etc. Mais ça a atteint certaines limites. C'est la calligraphie qui est difficile pour lui. L'écriture était... Parce qu'après utiliser les touches d'un ordinateur, ça va. Mais sauf lorsqu'on est avisé de ce problème-là et que votre enfant a 6 ans ou 7 ans, bon, il faut apprendre à taper à l'ordinateur. Il y avait des cours avec des ergothérapeutes à l'hôpital, donc tout ça fait qu'on s'est dit, bon, c'était temporaire. Et après, il y a eu d'autres options que nous avons découvertes en région, donc à Nice, en l'occurrence, où il a été pendant 3 ans. Et puis effectivement, là encore, une certaine limite. Et de par la culture de ma femme, voilà, une réflexion très ouverte en se disant, tiens, il y a peut-être une autre option, un autre style d'éducation qui pourrait correspondre davantage à sa personnalité, et c'est le cas. Voilà. Alors que notre fille s'épanouit totalement dans le système. Elle est à Monaco. Bien sûr, pour l'instant. Pour l'instant, mais oui. Est-ce que le fait... Alors là, évidemment, tu parles de ce mélange de culture à la maison, mais est-ce que le fait d'avoir depuis toujours, parce que quand à 12 ans, on décide qu'on veut être diplomate dans la vie, c'est qu'on a les yeux ouverts sur le monde. Est-ce que le fait d'avoir les yeux ouverts sur le monde, ça t'a permis aussi d'envisager les choses différemment? Parce qu'on dit toujours, quand on regarde les thématiques de vie, alors on parlait d'environnement tout à l'heure, mais ça pourrait être de politique, ça pourrait être d'évolution sociale, etc. On est influencé par son éducation. Mais quand on veut être diplomate, on va au-delà de l'éducation qu'on reçoit à la maison, même si tu m'as dit que l'environnement, c'était quand même la maison. Non, je te rejoins, mais je dirais au-delà de ma famille, c'est vraiment Monaco qui m'a permis d'avoir cette vision, cette ouverture. Très tôt, on constate, en tout cas moi j'en avais fait le constat, le côté cosmopolite, que ce soit, j'étais au collège et au lycée, donc dans ma classe, on avait déjà... des enfants de tous horizons, au parcours très diversifié, beaucoup d'entrepreneurs, donc voilà, assez rapidement, on est confronté à d'autres cultures, à d'autres parcours. J'ai eu très tôt envie de voyager et d'échanger sur ce type d'expérience, sur ce qui se faisait ailleurs, et donc de garder un œil toujours ouvert, peut-être pour comparer, peut-être aussi pour ramener de bonnes idées en principauté. Et ça, je crois, assez naturellement, c'est ce que je fais et ce que j'insuffle auprès des équipes de la Fondation pour qu'on reste toujours en veille, comme on dit sur les sujets environnementaux, mais pas que. Et sur cette route-là, est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont plus marqué que d'autres? Alors évidemment, tu as un président, c'est certainement qui t'inspire beaucoup. On a parlé tout à l'heure de la succession de Bernard Fautrier, mais est-ce qu'il y a d'autres profils sur cette route qui t'ont marqué? Il y en a à peu près toutes les semaines, je dois dire, et de tous horizons. Mais oui, évidemment, en ayant la chance de travailler aux côtés et pour le souverain, des grandes rencontres politiques sur tous les continents. Je dois dire, voilà, ce qui m'avait le plus marqué depuis ces 9 ans à la Fondation, donc John Kerry. Oui, j'allais te parler de John Kerry, parce que vous avez la Fondation, vous l'avez quand même accueilli à Monaco. Hein. Il est venu à Monaco, il est venu à Monaco pour le Prince de Monaco. Il a vraiment fait le déplacement lui-même en disant oui, je veux venir parler donc de la haute mer. Oui, c'était dans le cadre de la haute mer. Ouais. Voilà, il est venu modérer une session pour le Prince. Vraiment, c'était ses propos. Il était en vacances en Europe. Il dit non, je fais le déplacement pour 2 jours pour rencontrer le souverain, puisqu'ils se connaissent bien. C'est un francophone et francophile. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'entendre, recevoir ses conseils, pouvoir travailler avec son administration aussi sur des sujets liés à l'océan en particulier. Oui, parce que quand on est vice-président de la Fondation Prince Albert II,
Qu'est-ce qu'on fait dans la journée ? On fait beaucoup d'échanges, on fait beaucoup de sensibilisation, on fait beaucoup de discussions. Qu'est-ce qu'on fait opérationnellement, en fait ? On organise quoi ? Comment ça marche ? Alors déjà, on doit gérer aujourd'hui une équipe d'une 30aine de personnes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, oui, ça c'est sûr. À la fois scientifique, administrative, communication. Juridique aussi, je crois. Hein. On a un service juridique, on a un service comptable, on a certaines initiatives, donc des concepts qui sont nés à la Fondation et qui ont pris leur envol, qui ont des statuts d'associations indépendantes de droit monégasque, mais qui sont hébergés à la Fondation. Donc il y a en premier lieu un grand travail de concertation, de coordination de tous ces services. La manière dont j'appréhende le management, c'est, on dirait plutôt de style horizontal, c'est chacun est responsable de ses propres dossiers. Ce sont tous de grands experts, donc il y a une grande confiance, mais voilà, il faut coordonner ce travail-là. Il y a un grand travail de mise en œuvre. Je ne te cacherai pas que le Covid nous a permis en fait de faire une pause très salutaire pour redéfinir une stratégie pour les 5 années qui allaient s'écouler, donc jusqu'en 2025. Il faut trouver du temps pour se poser, pour réfléchir. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il nous manque le plus, le temps. C'est le plus grand luxe. Mais on a eu ces 3 mois de réflexion en 2020. On a pu proposer à notre conseil d'administration vraiment une vision sur 5 ans. L'intégralité de ces propositions a été adoptée. Donc il a fallu derrière les mettre en œuvre. Et la dernière pièce à l'édifice est mise en œuvre là, en novembre 2023, celle destinée aux forêts et aux communautés. Donc mieux faire entendre la voix des peuples indigènes. On a 5 chefs qui viennent en principauté 3e semaine de novembre pour mieux entendre, faire un état des lieux de leurs besoins afin de mieux les accompagner dans le futur et mieux faire entendre leurs droits. Tu parles de ce sujet, je me souviens de Sebastião Salgado qui nous avait parlé de cette proposition de loi auprès du Parlement brésilien pour, pas légitimer, mais en tout cas favoriser l'abattage de la forêt amazonienne, en tout cas le permettre sans qu'il soit hors la loi. Il disait que c'était un drame absolu, et notamment pour les communautés dont vous parlez. Quand on est le vice-président de la Fondation Prince Albert II, ou le président d'ailleurs, et qu'on se retrouve face à un État pour discuter de ces choses-là, comment on fait ? Parce que ça va au-delà de la sensibilisation simple. Il doit y avoir... on joue à plusieurs niveaux. Il y a à la fois donc, la dimension multilatérale, donc les réunions type onusiennes, où il y a des groupes de travail, il y a des déclarations, il y a des motions qui sont présentées et qui sont soumises au vote. Et puis il y a la diplomatie, qu'elle soit verte ou bleue, donc là c'est plutôt des rencontres bilatérales avec des chefs d'État où les ordres du jour sont assez libres. Donc on peut aborder aussi des sujets de manière plus discrète, puisque ça se fait souvent à l'abri des médias, mais où la plupart des sujets peuvent être abordés de manière ouverte. Oui, c'est un atout de ce qu'on appelle la diplomatie parallèle, parce que la diplomatie d'État à État est moins libre que ça. Alors bien sûr, et je remets les choses à leur place. À la Fondation, nous ne substituons absolument pas à l'action du gouvernement princier. Bien sûr. C'est vraiment un travail en parallèle et de concert, en très bonne écoute et entente avec le département des relations extérieures, avec le département de l'environnement, notamment sur les COP, où la relation marche très très bien et l'un nourrit l'autre, si l'on veut. Mais la Fondation joue toujours cette carte de fédérateur de tous les acteurs, qu'ils soient décideurs politiques, qu'ils soient scientifiques, des chefs d'entreprise, des banquiers, des philanthropes et la société civile. Et ça, c'est une grande force, en fait, pour faire avancer un peu plus rapidement des sujets plus épineux. Et donc, est-ce qu'il y a des moments où on se sent tout petit dans ce monde ? Non, je crois qu'on se sent utile et à notre juste place. Ça, par contre, je te le confirme sans problème. Mais non, jamais trop petit parce que on a vraiment cette utilité et les grands acteurs, qu'ils soient étatiques ou de la société civile, nous questionnent, nous font part de leurs besoins et souvent de leur satisfaction lorsqu'on intervient. Donc non, il n'y a jamais ce sentiment de se sentir trop petit. Utile, oui, et à notre juste place, effectivement. Et donc ça me fait penser à ça, quand tu décides à 12 ans, tu dis je veux être diplomate. Est-ce que tu te dis quand même, je suis monégasque, diplomate dans un petit pays, est-ce que ça va marcher ou pas ? Ou c'est pas une échelle. Non, à 12 ans, tu te limites pas. Heureusement, je te dis, je voulais être diplomate et acteur, tu vois. Donc, non, il faut encore se laisser. C'est pas un âge où tu te mets des bâtons dans les roues toute seule. Quand on est très engagé comme tu l'es, parce que on sent bien que c'est pas qu'un job. C'est ce qu'on disait depuis le début. Bien sûr. C'est pas qu'un job. Donc, quand on est très engagé comme tu l'es, est-ce qu'il y a des moments
où on arrive quand même à maintenir un équilibre avec sa vie privée, avec ses passions, avec... C'est la vraie question. C'est la vraie question et c'est une lutte, j'allais presque dire hebdomadaire, c'est de se forcer à rester dans l'équilibre qui, à mon avis, n'existe pas. Donc c'est plus rajouter de temps en temps dans la balance qui manque le plus. Donc, parce que l'équation temps, c'est une équation qu'on perd tout le temps. Hein. C'est-à-dire quand tu regardes le nombre d'heures que tu as devant toi, le nombre d'heures qui sont incompressibles que tu dois consacrer à ton travail, à ton job, au bout d'un moment, tu sais que tu peux pas tout faire, quoi. Non, c'est sûr. Et tu l'as bien résumé, je n'ai pas un emploi, je n'ai pas un travail, c'est une mission passionnante pour laquelle on se donne totalement et au-delà. Et les équipes, pareil. Il y a, fréquemment, on travaille le week-end, on compte pas trop les heures, on s'entraide beaucoup. Et puis, ne nous mentons pas, ce qui est... je vais parler de mon cas, mais c'est la famille. C'est d'être soutenu par son épouse qui prend le relais quand on n'est pas là. Il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup d'engagement. Oui, c'est ça, j'allais te dire, tu voyages beaucoup, donc ça veut dire que Bianca, elle reste à Monaco, elle reste... c'est elle le ciment, en fait. Bien sûr, bien sûr. Elle a fait des choix professionnels pour suivre cela, donc je l'en remercie infiniment. Donc c'est vrai qu'il faut un soutien de famille. Après, je crois beaucoup aussi à trouver du temps pour soi, donc ça passe par le sport pour maintenir un équilibre à peu près physique, mais c'est surtout mental. Venons-en au sport, parce que toi tu aimes le sport. Hein. J'aime le sport, j'en fais certainement pas assez, mais le ski c'est vraiment toujours ce que j'ai aimé. J'ai fait plutôt jeune du tennis, de l'athlétisme, de l'aviron, un peu touche à tout, mais aujourd'hui c'est, je dirais, dans le crossfit, les boost camps, voilà, ce type d'activité plutôt très physique. Intense et rapide. Ça te défoule. Exactement, c'est le mot. Ça maintient en forme physique et puis ça permet de trouver une sérénité de l'esprit. Donc ça fait une bonne coupure. On sent qu'il y a d'un côté l'engagement et la passion et de l'autre une responsabilité qui est quand même... alors, c'est pas un poids négatif, mais cette responsabilité, est-ce qu'elle t'a conduit à faire des choix dont aujourd'hui tu te dis fallait quand même le faire, quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors peut-être certains diront c'est de l'inconscience pure. Tu parles de John Kerry, il faut quand même à un moment donné, il faut envoyer l'email et dire allô, on est là, est-ce que ça vous intéresse de venir? Est-ce que... Oui, mais on baigne dans cet écosystème-là aussi. On travaille pour un chef d'État. Donc ce ne sont pas nos réseaux, tu vois, c'est aussi de rester à sa juste place. Soi-même. Ce sont les siens. On est des messagers, bien sûr. C'est notre président, c'est le prince de Monaco qui a des réseaux, qui a une écoute, qui a une aura internationale qui nous permet à nous de réunir les bonnes personnes pour une bonne cause. Après, on a vu les tapis rouges des galas, par exemple. Alors voilà, oui, il y a eu le gala, c'était une sacrée affaire. Je veux dire, on a quand même des artistes du monde entier, engagés ou pas d'ailleurs, mais souvent engagés. Exactement, voilà, qui nous ont rejoints. On a organisé ces galas pendant 5 ans. C'était une étape de médiation, de changement d'échelle, puisque ça nous a quand même permis, d'acquérir une notoriété internationale assez établie auprès du grand public. Auprès du grand public, oui, parce que Leonardo DiCaprio, forcément, ça aide à... Et ça nous a permis de changer d'échelle en levée de fonds. On a l'image du gala, que la réception, où tout le monde est très bien habillé, où on mange très bien, et où il y a beaucoup de musique, etc. Mais en fait, le gala, c'est avant tout un outil. Ah, bien sûr, c'était, et j'insiste, donc ce gala ne se déroule plus de la même manière. On a changé de stratégie de levée de fonds, donc il a eu lieu pendant 5 ans. Mais c'était un outil incontournable pour nous permettre de lever les fonds nécessaires à une action de terrain. Et en parallèle, justement, à ces levées de fonds qui atteignaient des records assez historiques, on a développé, et on est l'une des seules organisations à le faire, je ne dis pas à Monaco, je parle en général, à fortiori dans l'environnement, à publier un rapport d'impact. Donc non seulement nous pouvons dire à l'euro près, à nos soutiens, où l'argent est parti, mais surtout quel impact ces mêmes personnes ont pu avoir sur le terrain, donc en termes d'hectares protégés, de familles touchées, etc. C'est un travail très très difficile. Peu d'ONG en ont l'habitude, donc nous-mêmes en interne, on a définir des KPIs. Déjà, pour collecter toute cette information. Normalement, les porteurs de projets transmettent cette information, mais encore reste-t-il à savoir ce qu'on doit leur demander. Donc il y a eu un travail interne, mais depuis 2021, on publie chaque année un rapport d'impact. Voilà. Comment est financée la fondation ?
Alors aujourd'hui, la fondation est financée sur fonds privés, essentiellement des familles, des family office, et depuis, je dirais, 4 à 5 ans, une augmentation régulière, donc annuelle, de l'engagement d'entreprises. Des groupes multinationaux, français pour l'instant. On vient de signer à New York en septembre avec une grande famille américaine de l'agrobusiness. Donc c'est en train de s'étendre. Et là on voit, c'est la logique même de passer d'une philanthropie traditionnelle, on soutient des projets opérés par d'autres, à une organisation qui développe ses propres projets et qui parle de plus en plus au secteur privé. Donc on accroche davantage sur ce sujet-là. Reste un troisième niveau de financement que l'on développe justement par ce fonds d'investissement, le ReOcean Fund qu'on a développé, où là on commence sérieusement à parler au financement institutionnel. Ouais, là on est sur du financement là, oui. Voilà. Donc les fonds souverains étrangers, les très très grosses fondations. On parlait de cette responsabilité d'image, de conviction à mettre en œuvre, etc. Et il y a une responsabilité financière, finalement. Ah oui, c'est peut-être la première responsabilité qui pèse sur nos épaules, bien sûr, parce qu'on a un point d'honneur à respecter nos engagements, tout simplement. Donc lorsque l'on s'engage à soutenir un projet, c'est pas pour 9 mois ou 12 mois. C'est sur 2, 3 ans, parfois 5 ans. Et donc il est hors de question, en milieu de projet, de devoir s'arrêter, faute de financement. Donc une fois qu'on s'engage, tu peux pas dire ça marche pas les gars, on s'arrête quoi. Exactement. Et donc tout l'effort mené depuis que j'ai été nommé, depuis 2019, c'était d'accroître la part de financement multi-annuel, donc qui permet d'avoir une meilleure visibilité comptable et de s'assurer d'engagement sur plusieurs années. Donc ça c'est la grande difficulté, bien sûr, elle est financière, et je crains pour beaucoup d'ONG, et la nôtre aussi quand même, que l'évolution du contexte international et des conflits dans plusieurs régions du monde ne rendent les levées de fonds, en tout cas traditionnelles, plus difficiles. Plus difficiles, oui. C'est ce que tu es en train de me dire, c'est que le contexte géopolitique ou politique tout court du monde rend la société moins, alors j'allais dire légère, mais je cherche le mot, en tout cas moins altruiste, c'est ça ? Parce qu'on a quand même l'impression globalement que politiquement, les États ont tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes, les sociétés ont tendance à se crisper beaucoup. Oui, et pourtant, en période de crise, les populations sont généralement le plus généreuses. C'est vraiment en période de crise que l'on constate le niveau de don le plus élevé. Alors, il y a du don humanitaire, il y a du don d'urgence qui prime, qui prend le dessus, c'est bien humain, c'est bien normal, on le comprend. La seule manière, en tout cas à notre échelle, de réagir, c'est de diversifier, de continuer à diversifier au maximum nos sources de revenus pour s'assurer de pérenniser nos engagements de terrain. Pérenniser nos engagements de terrain, ça veut dire aussi tenir ses promesses. Parce qu'on parle beaucoup des engagements et donc de la façon dont on montre à ceux qui nous soutiennent ce qu'on fait avec leur soutien. Mais il y a aussi des gens à qui on s'adresse. Moi, je parlais de Sébastien Salgado tout à l'heure. Bien sûr. Et de ces gens qui sont en Amazonie et avec qui ils passent du temps, etc. Est-ce que toi, tu as aussi cette alors j'ai des pressions, cette responsabilité vis-à-vis des gens envers qui vous vous engagez ou pas ? Ah, bien, c'est le cœur de notre engagement, bien entendu. On travaille à beaucoup d'échelles et on met un point d'honneur à travailler aussi au plus près des communautés. C'est ça. D'avoir vraiment l'impact hyper local, c'est-à-dire au niveau de la famille. Souvent, dans l'environnement, quand on parle d'environnement et d'initiatives, de projets d'environnement, on a moins cette image de proximité que dans l'humanitaire. Et pourtant, l'environnement, l'humanitaire, effectivement, c'est les deux parties de la même pièce. C'est le mécanisme est le même, en tout cas, c'est ça que tu me dis. Oui, et puis sans environnement, il n'y a pas de développement. Donc la frontière est très, 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 très poreuse. Mais la difficulté au niveau environnemental, on en parlait tout à l'heure, il y a des défis mondiaux, globaux qui doivent se traiter et se résoudre au niveau de la coopération interétatique. Et pourtant, on ne peut pas se couper d'une aide hyper locale. Donc c'est vraiment ce grand écart d'échelle qui est assez difficile à gérer. Et au niveau de la fondation, on ne veut pas trancher. On veut continuer d'apporter une aide
au niveau extrêmement local, des familles, des régions, tout en continuant d'œuvrer au niveau global. Pour être à la tête d'une fondation, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faut avoir des principes et des valeurs assez ancrés quand même. C'est-à-dire qu'on peut pas faire trop de compromis non plus. Alors, je dis parfois, il faut faire des compromis sans se compromettre. C'est-à-dire le compromis, oui, parce qu'il faut quand même avancer. Il y a très souvent des attentes contradictoires, divergentes. Il faut donc avancer malgré tout. Mais ne pas se compromettre, c'est-à-dire de conserver des valeurs et des pièces fondamentales fortes, en recherchant néanmoins le compromis, oui. Et quand on doit, comme Bien tu sûr. dis, avancer, il y a peut-être des moments où on ne fait pas 100% ce qu'on aurait souhaité. Mais qui peut prétendre faire 100% de son temps ce qu'il veut? Ce qui ressort à la fois de l'humanité et de l'engagement environnemental, c'est effectivement donc, cette conviction, cette passion, oui, qui nourrissent une envie d'avancer et d'agir. Voilà. Et pour ce faire, tu dois tous les jours faire des compromis. C'est ça. Voilà. Mais au moins tu avances, parce que si tu refuses le compromis, eh bien tu es dans le statu quo. Et donc tu n'as pas d'impact. C'était Bertrand Piccard qui nous disait tout est bon pour l'action. C'est ça que tu dis en fait. Tout est bon pour l'action. Sans se compromettre. Sans se compromettre, voilà. ouais. C'est-à-dire, au niveau de la fondation, il y a aussi des mécénats que l'on n'envisagera jamais. D'accord. Voilà. Les grands groupes pétroliers, c'est hors de question. Ouais. Pour autant, parler à ces grands groupes... Voilà, oui. Tu penses que les grands groupes pétroliers ne peuvent pas s'engager sur des politiques environnementales, ou en tout cas sur des réformes... Alors, ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est juste que ces grands groupes pétroliers ne deviendront jamais les mécènes de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Il ne faut jamais dire jamais, mais en l'état des choses, non. Parce que ce serait offrir sur un plateau une bonne conscience et faire totalement du greenwashing. Donc ça, c'est hors de question. Continuer d'échanger avec eux, de discuter, de les réunir parfois, s'ils acceptent d'être confrontés à certaines contradictions par nos intervenants ou des journalistes, oui, bien sûr. Mais voilà, il y a une ligne rouge qui est celle du mécénat. On ne peut pas être financé par ces groupes-là aujourd'hui. Ah, tu vois qu'on a quand même touché de près des compromis que vous n'êtes pas prêts à faire. Non, ça c'est certain, sur cette donnée-là. Mais par contre, voilà, j'insiste, de maintenir le dialogue ouvert avec ces acteurs, c'est crucial parce que on n'arrivera pas, enfin, je ne veux pas rentrer trop dans les sujets aujourd'hui, mais on n'arrivera pas à atteindre les objectifs de l'accord de Paris si l'on continue de subventionner les énergies fossiles, si rien n'est fait, parce qu'aujourd'hui, peu est fait en tout cas, pour sortir de ce système de dépendance énergétique. Justement, juste un petit détour par l'accord de Paris, où on en est aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est un accord qui... On en est très très loin, je veux dire, les scientifiques aujourd'hui, tout ce que l'on peut lire est de niveau très, très fiable, le 1,5 degré, c'est maintenant. Voilà. On est à 2 doigts d'arriver à 1,5 degré d'augmentation des températures et nous sommes fin 2023. Et voilà, il y a une autre tendance de fond qui s'installe, et encore une fois, c'est pas la Fondation qui le dit, ce sont des scientifiques bien établis. Il y a effectivement cette forte accélération des tendances, donc les prévisions scientifiques pour la fin du siècle ont plutôt tendance à se rapprocher de 2050. Et alors dans tout ça, dans ce paysage-là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? La résilience. Ah ça, non, c'est bon ça. C'est pas nous. Moi je veux le garder, la résilience, c'est bon ça. Bah oui. Non, parce qu'on est à une époque où ça va être un des grands sujets de la COP, donc ça me dépasse bien évidemment. Tu parles de la COP de Dubaï là, oui, 28, pardon, COP climat, COP 28 à Dubaï. Ce sont les mécanismes d'adaptation. On ne peut plus juste parler de limiter les émissions. On est tellement loin. C'est ce que disaient les experts du GIEC. Il ne s'agit plus de combattre, il s'agit de savoir comment on va s'y adapter. Alors il faut toujours limiter. Il faut limiter pour limiter les dégâts. Mais on ne reviendra pas en arrière. Il faut s'adapter. Non, ça c'est pas possible. Donc il faut s'adapter. La montée du niveau des eaux, ce sera une réalité. La question c'est de combien de mètres et quand cet impact touchera les villes côtières. Donc l'adaptation est un élément central. L'aide aux pays en développement est une question centrale. Mais la toute première est bien celle de comment sortir au plus vite des énergies fossiles. Et donc la fin des subventions et la fin des licences aux nouvelles exploitations, ça c'est l'événement clé. Tu parlais du deep sea mining déjà. Alors ça c'est dans les océans, mais il y a des pays où, notamment le Royaume-Uni, qui est prêt à donner de nouvelles licences d'exploitation minière et pétrolière en mer du Nord. Et donc ça c'est complètement incompatible avec la feuille de route définie dans l'accord de Paris.
Est-ce qu'on peut être optimiste aujourd'hui encore ou pas? Il faut toujours l'être. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on dit toujours des diplomates que ce sont des éternels optimistes. Alors non, il ne faut pas être naïf, mais il faut rester optimiste, bien évidemment. Bien évidemment. On ne peut pas renoncer. On peut pas renoncer. On ne peut plus dire il ne faut pas renoncer pour nos enfants et petits-enfants. Ouais. Bien sûr, ça peut être un super leitmotiv, mais il ne faut plus renoncer pour soi-même, parce qu'on va être la génération à être confrontée. On ne peut pas laisser ça à nos enfants, de toute façon. Il faut rester optimiste, bien évidemment. Eh bien, merci Olivier. C'était Avec vraiment plaisir, passionnant. Geneviève. Passionnant.